Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a des grosses news cette semaine-ci avec notamment évidemment l'annonce des nouvelles iPhone 17 et il y a en réalité pas mal de nouveautés cette année-ci, contrairement aux autres années, vous allez le voir. Nous avons aussi des news en tout genre par rapport à un petit peu d'IA mais ça reste raisonnable, ne vous inquiétez pas. On a aussi des news au niveau fibre optique qui sont vides à l'intérieur mais qui sont plus rapides et qui sont meilleurs, ça va être intéressant. Et plein d'autres news au niveau hardware aussi, forcément, parce que ça semble logique. On aime bien le hardware ici. Donc, on a des news au niveau carte graphique, on a des news au niveau CPU et tout ça. Vous avez une table de matière dans la description. Si elle s'affiche cette fois-ci, YouTube, la semaine dernière, j'avais mis la table de matière avant d'uploader la vidéo. Bizarrement, il y a des gens qui ne la voyaient pas. YouTube est en mode, oh, je ne vais pas l'afficher. Donc, elle était quand même dans la description. Donc, si vous ne la voyez pas, regardez dans la description. Je sais que sur TV, par contre, c'est compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'application YouTube sur votre téléphone. Vous connectez à votre TV. Vous pouvez contrôler ce qui se passe sur la TV depuis votre téléphone. Et là, vous pouvez aller sur les différents trucs de la table de matière si elle n'est pas affichée. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à regarder peut-être le Texama Show de la semaine dernière si vous l'avez manqué ou si vous étiez en mode oh, il n'y a pas la table des matières, j'ai pas trop envie de regarder une heure de news sans pouvoir sauter vers les news qui m'intéressent. La table des matières est affichée maintenant, je la vois. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode de la semaine dernière parce que il y a encore pas mal de news qui sont d'actualité, même par rapport à cette semaine-ci. Donc, sans plus tarder, mais avant ça, Ugreen a sorti une nouvelle gamme de chargeurs et batteries avec câble rétractable directement intégré. Ici, on a la nouvelle batterie Nexode de 20 000 mAh, en plus d'un port USB Type C avec une charge 100 watts et un port USB Type A avec une charge 33 watts. On a aussi un câble rétractable qui permet de charger vos appareils jusqu'à 100 watts, mais en plus d'aussi charger la batterie en seulement 1,9 heures. Et pour aller avec, on a le nouveau chargeur Nexode de 65 watts qui a aussi un câble rétractable capable de charger à 60 watts. Et en plus, vous avez toujours un USB Type C 65 watts et un USB Type A à 22,5 watts. Pour ceux qui bougent beaucoup, c'est juste excellent. Fini d'oublier son câble ou de l'avoir complètement emmêlé dans votre sac. Le câble rétractable en plus est garanti jusqu'à 25 000 rétractions, donc pas d'inquiétude sur le long terme. Et évidemment, comme c'est Ugreen, vous avez la technologie GaN Infinity qui garantit une charge rapide en toute sécurité et avec un minimum de chauffe. La gamme Ugreen rétractable ne s'arrête pas à ces produits, ils ont aussi d'autres chargeurs et même un câble pour votre voiture. N'hésitez pas à découvrir leur gamme via le lien en description et merci à Ugreen d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Donc évidemment, qui dit septembre dit présentation Apple et on a eu justement celle-ci avec tous les nouveaux iPhones. Nous avons aussi des news au niveau AirPods Pro ainsi que les Apple Watch, mais évidemment le gros focus ici c'était les iPhones et notamment un nouvel iPhone totalement unique qui est l'iPhone Air. C'est le concurrent direct au Galaxy S25 Edge, qui a un très mauvais nom selon moi, qui est évidemment ce téléphone ultra fin. Ici, Apple fait la même chose, un téléphone ultra fin. Qui a demandé ça? Je ne sais pas, surtout que évidemment cet iPhone va avoir une batterie plus petite que les autres iPhones, ce qui est voilà. Et je vais en parler à quel point c'est ridicule après, mais bon, bref, dans tous les cas, voici le nouvel iPhone 17R et comme vous pouvez voir, il est fin. C'est littéralement sa raison d'exister. Il est fin. Même si, comme vous pouvez voir, le module caméra, il dépasse, mais à un point inimaginable. À chaque fois d'ailleurs qu'il montrait des images comme ça, regardez, il est fin, il le tenait comme ça. Vous voyez le module caméra tout au-dessus qui est en mode wouh, genre un train. On croit qu'il tient en équilibre parce qu'il est énorme aussi. Et ça semble être déséquilibré parce que regardez tout le poids qu'il y a d'un côté et pas de l'autre. Voilà, très discutable selon moi. Mais dans tous les cas, si vous avez toujours rêvé d'un iPhone encore plus fin, en grande partie, pas sur toute la longueur, et avec moins de batterie, et avec moins de caméra, et quand même avec une puce A19 Pro, ce qui m'étonne assez bien, et aucun slot SIM aussi, c'est que de l'eSIM, même en Europe, eh bien voici l'iPhone 17R. Voilà, je suis pas la démographie pour cet iPhone, je suis pas la démographie pour ce genre de téléphone. C'est juste, moi je ne comprends pas trop l'intérêt, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ne pas avoir de protection sur leur téléphone, ou s'ils ont une protection, ben au moins avec un téléphone qui est fin de base, même avec la protection, il sera toujours fin. Ils ont d'ailleurs fait des protections qui sont ultra fines pour justement aller avec. Donc je sais qu'il y a des gens qui adorent un téléphone ultra fin, très design et tout ça, mais voilà, c'est clairement pas pour moi. Mais ils ont quand même utilisé des pièces, on va dire,
haut de gamme. Vous avez quand même un écran avec notamment ProMotion, donc jusqu'à 120 Hz, un écran 6,5 pouces pour ceux qui se demandent. Le capteur photo, même s'il n'y en a qu'un, évidemment, c'est un 48 mégapixels, si je me souviens bien, avec le mode où vous pouvez changer un petit peu de focale, mais c'est juste parce qu'ils zooment sur l'image, hein, tenez-en compte. Euh, ils ont quand même mis des pièces haut de gamme, comme j'ai dit aussi la 19 Pro, mais derrière, oui, le grand intérêt, ça reste le côté très fin. Ils ont aussi montré un accessoire qui était, selon moi, ils ont réintroduit l'accessoire qui permet de rajouter une batterie MagSafe derrière l'iPhone, et ils l'ont montré pour le R, évidemment, et je suis juste en mode, mais si vous devez prendre ça pour votre iPhone R, autant juste prendre un iPhone plus épais qui a plus de batterie directement. Voilà, je ne comprends pas trop l'intérêt de prendre un téléphone ultra fin et puis de coller une batterie derrière. Ça casse un petit peu tout le principe. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est ça. Et la raison pour laquelle je dis aussi que c'est un peu ridicule, notamment avec Samsung, avec le S25 Edge, qui est similaire, hein, très fin, mais plus petite batterie. Et là, vous avez une batterie de moins de 3000 mAh quand même, ce qui est sacrée réduction. C'est le fait que vous avez des nouvelles batteries au lithium phosphore, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement la chimie utilisée ici, mais si vous regardez les OnePlus notamment l'utilisent, vous avez beaucoup de téléphones chinois qui l'utilisent, et c'est pour ça que vous voyez des téléphones maintenant haut de gamme sortir avec 6000 mAh, 7000 mAh, mais qui restent assez fins en réalité. C'est pas genre des téléphones gaming qui étaient plus épais ou autre chose. Et donc, c'est dû à cette nouvelle technologie de batterie. Et du coup, j'ai juste envie de poser la question, pourquoi je, je- je vois peut-être l'intérêt d'avoir un téléphone plus fin pour certaines personnes, mais s'ils avaient utilisé ces nouvelles batteries et qu'ils avaient dit, OK, il est plus fin, mais on a toujours au moins 4500 mAh ou 4000 mAh. Là, je me serais dit, OK, il est plus fin, mais on sacrifie pas trop en batterie. Voilà, pour certaines personnes, je comprends. Mais là, non, c'est pas le cas. Ça utilise les bonnes vieilles batteries qu'on a dans les iPhones depuis longtemps, légèrement amélioré certainement, mais ouais. Ils ont notamment une sorte de truc en métal autour de la batterie, ça la protège mieux, ça la rend plus rigide, donc ma foi, c'est une bonne chose pour un téléphone qui est tellement fin qu'on pourrait le plier très facilement. Le châssis est en titane toutefois, donc ça devrait aller. Mais ouais, voilà, même chose que pour Samsung. Ok, c'est cool, mais je sens que l'année prochaine, ils vont être en mode on a réussi à utiliser une nouvelle technologie de batterie qui nous permet de garder toujours le même iPhone R, mais maintenant il a 4000 mAh dedans, il a 2 fois plus de batterie ou je ne sais quoi. Je le sens venir. Je sens venir qu'ils gardent cette nouveauté pour une année prochaine. Comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont révolutionné leur téléphone. Même chose avec Samsung, ils vont le faire, je le prédis. Ensuite, on a l'iPhone qui va certainement intéresser le plus de gens, c'est l'iPhone 17. Du coup, l'iPhone 17 Plus n'existe pas. Il est remplacé par l'iPhone 17R, qui techniquement, l'iPhone Plus avait toujours un écran de 6,7 pouces, l'iPhone R un écran de 6,5 pouces, donc c'est pas vraiment un remplaçant, surtout qu'il perd une caméra et tout ça. Mais dans tous les cas, oui, l'iPhone 17, de toute façon, la version Plus était moins populaire, tenez-en compte. L'iPhone 17 ici est vraiment le modèle d'entrée de gamme pour cette nouvelle gamme d'iPhone 17, sans tenir compte de l'iPhone 16e. Et il y a en réalité énormément de nouveautés, franchement. Visuellement, exactement le même. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'ils ont amélioré les capteurs photo, notamment aussi la caméra selfie à l'avant. Ils ont rajouté ProMotion, donc enfin sur un iPhone, pourtant un téléphone vendu 900 €, on a enfin un écran qui va à plus de 60 Hz, donc là c'est du 120 Hz, donc ils ont été au bout, ils auraient pu faire 90 Hz, non, 120 Hz, et c'est un taux de rafraîchissement variable, donc il peut aussi descendre jusqu'à par exemple 10 Hz pour économiser de la batterie, et apparemment selon Apple, rien qu'utiliser ce nouvel écran avec un taux de rafraîchissement variable, il gagne en batterie, comparé à l'écran 60 Hz qui ne faisait pas ce genre de choses, ce qui est assez abusé quand on y pense. Il va aussi jusqu'à 3000 nits et vous avez aussi la nouvelle puce A19 qui est beaucoup plus puissante et qui n'atteint pas la A19 Pro, mais devrait quand même offrir pas mal d'upgrades de puissance et se rapprocher des anciennes puces Pro, donc ça peut être intéressant. Franchement, avec toutes ces upgrades, moi je trouve que l'iPhone 17 intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est le prix. 969 €. Les iPhones coûtent tellement cher. Pour moi, je fais mon vieux ici, mais je me souviens que les iPhones normaux, sans tomber dans les pros, avant, c'était genre 600 €, 700 €. Maintenant, on est à 969 € et Apple daigne enfin nous donner du 120 Hz. Ah aussi, le stockage minimum maintenant est 256 Go sur tous les iPhones. Incroyable. Ce qui me
me laisse penser que pour les prochains Mac, ils vont mettre plus que 256 Go. Parce qu'imaginez, les iPhones auraient la même capacité de base que les Mac, ce serait un peu ridicule. Donc je pense qu'ils vont passer à 512. Je prédis qu'ils passent à 512 Go de stockage minimum sur leur Mac lors du prochain refresh. Nous avons les iPhone 17 Pro qui... vous ne le voyez pas encore, mais je pense que vous l'avez vu des photos de toute manière. Voilà, le design a changé. Il est spécial. J'ai regardé un petit peu les commentaires en ligne des gens, surtout même sur les subreddits des fans d'Apple, genre le subreddit Apple et iPhone. Les avis sont très partagés. Je dirais même que la plupart des gens ne sont pas un grand fan de ce design. Et je dois bien avouer que personnellement, oui, je ne suis pas non plus un grand fan de ce design. Le choix des couleurs aussi est très bizarre. Vous avez juste 3 couleurs. Vous avez basiquement une couleur un peu blanche, vous avez l'orange ici, et vous avez une couleur bleu foncé, qui est plutôt sympa, mais c'est pas vraiment du coup noir. Donc pour ceux qui voudraient un iPhone noir, il n'y a pas d'option. Et je suis juste étonné qu'ils aient pas offert d'autres couleurs, quoi, tout simplement. C'est souvent quelque chose qu'ils aiment bien faire, mais voilà, c'est Apple. Mais en réalité, comme ils ont changé le design, Apple fait souvent ça. Quand Apple change de design, ils en profitent pour changer vraiment beaucoup de choses derrière. Et là, c'est le cas. Vous pouvez le voir un petit peu ici, surtout sur le modèle orange. Vous voyez qu'il y a 2 oranges. Il y a un orange ici, et puis le reste du téléphone a un autre orange. Et c'est dû au fait que l'entièreté pratiquement de ce téléphone est un châssis en aluminium. Donc même la partie autour du module caméra, même la partie qui dépasse avec le module caméra, le plateau comme ils l'appellent, c'est littéralement un plateau. Tout ça est en aluminium. Et la seule partie qui est en verre à l'arrière, c'est cette partie justement que vous voyez qui a une différente couleur. Ce qui est un peu étrange, mais c'est dû au fait que ils sont toujours obligés d'avoir une partie en verre. Pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi on a le verre à l'arrière d'un téléphone, c'est stupide, ça casse. Mais c'est dû au fait que il faut laisser passer le signal des antennes. Le métal n'est pas très bon à laisser passer les signaux, qui l'aurait cru. Il faut aussi la charge sans fil. Encore une fois, le métal bloque un petit peu la charge par induction. Et puis d'autres antennes en tout genre qui seraient utilisées, même le Wi-Fi, tout ça, ont besoin aussi de communiquer. Et donc, évidemment, on peut mettre des antennes sous l'écran qui peuvent communiquer à travers l'écran, mais c'est pas parfait. Ils ont beaucoup d'antennes qui sont souvent dans le châssis et l'arrière en verre permet de laisser passer les signaux. Et le verre reste quand même plus résistant que le plastique, même si quand il casse, ça casse vraiment. Il se griffe moins que le plastique. C'est pour ça que on a du verre à l'arrière. Ici, c'est un arrière en verre avec le traitement céramique, comme ils l'ont dit. Ils sont passés à la version 2 apparemment. Donc c'est verre, traitement céramique à l'avant et à l'arrière maintenant. Donc à voir si réellement ça améliore les choses. Et du coup, ça veut dire aussi que le châssis, alors plus de titane, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, il y a une bonne raison, même si le titane, c'était du marketing. On va être très honnête, c'était pur marketing. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone en titane. Il y a d'autres choses qui vont casser avant le châssis. Mais la raison pour laquelle maintenant ils ont arrêté le titane, c'est dû au fait que ce châssis est connecté à la puce A19 Pro via une chambre à vapeur. Et comme le châssis est plutôt massif, ça fait un excellent radiateur en fait. Et vous pourriez dire, le titane, c'est du métal aussi. Mais le titane est beaucoup moins efficace à transférer justement la chaleur, contrairement par exemple à l'acier ou même l'aluminium. Et l'aluminium reste le meilleur. C'est pour ça que même si vous regardez votre PC, les ailettes de votre carte graphique et tout ça sont en aluminium parce que c'est très efficace. L'un des seuls métaux, il y a plein de métaux qui sont plus efficaces, mais l'un des seuls métaux plus efficaces qui est très utilisé, c'est le cuivre. Mais un téléphone en cuivre, là, déjà, ça coûterait cher. Et puis, en réalité, le cuivre est pas très résistant. Genre, il se déformerait très rapidement. Donc, vous ne voulez pas ça. Donc, l'aluminium est facile à travailler. En plus, comme ça, Apple peut dire qu'ils utilisent 100% d'aluminium recyclé, comme ils aiment bien le dire, même si il faut le savoir, la plupart de l'aluminium dans le monde est recyclé déjà. Vous prenez une canette en aluminium, elle a déjà été recyclée je ne sais combien de fois, parce que l'aluminium, c'est plus facile de le recycler que d'en fabriquer du nouveau. Donc beaucoup d'entreprises le font parce que c'est juste plus rentable. Donc quand ils disent 100% d'aluminium recyclé, c'est cool, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Les métaux rares qui commencent à recycler aussi Apple, quand même, il faut le préciser. Là, c'est beaucoup plus important parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop fait dans le reste de l'industrie. Mais le châssis, ouais, ils aiment bien se vanter, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et du coup, nouveau châssis avec justement, comme je dis, ce truc en aluminium, la nouvelle puce A19 Pro qui apparemment est beaucoup mieux refroidie. Ils disent
Bon, c'est ce qu'ils disent, hein. Apple aime bien donner des chiffres, mais quand ils disent que quand vous êtes en pleine charge sur cette puce, par exemple, vous jouez, vous travaillez autre chose, vous aurez 40% de performance en plus par rapport à l'ancienne puce A18 Pro. C'était là, 18 Pro? Oui. Euh, sur le long terme. Elle n'est pas 40% plus performante de base, c'est juste que grâce au meilleur refroidissement, quand vous la chargez à fond, elle pourra tenir ses performances bien mieux que l'ancienne puce. Donc ça, c'est seulement une bonne chose. Franchement, ça ne fait pas de mal. Je préfère même le fait que l'entièreté du châssis soit en aluminium. C'est beaucoup plus rigide aussi. C'est une bonne chose. Franchement, voilà, le design est discutable, mais le côté pratique du design, par contre, aucun souci là-dessus. Et du coup, pour le reste, c'est toujours 6,9 pouces pour le Pro Max, 6,3 pouces pour le Pro normal. Vous avez le fait que 256 Go est le minimum de stockage et ça monte maintenant jusqu'à 2 Tera. Bon, après, le problème, c'est que si vous prenez la version... Ah oui, d'ailleurs, je pouvais cliquer pour voir les différentes couleurs. J'avais oublié. Voilà, d'ailleurs, la version blanche, la version orange et la version bleu foncé. La version 2 Tera de la version Pro Max coûte 2479 euros. 2479 euros. Alors, vous allez me dire, c'est toujours moins cher que, à mon avis, un Samsung Fold je ne sais combien avec justement 1 Tera de stockage ou même 2 Tera de stockage. Oui, mais ça reste quand même... c'est un sacré budget pour un téléphone. Il faut vraiment en avoir besoin, selon moi. Et justement, ils ont focus un petit peu plus sur le côté pro du téléphone. Ils ont rajouté un petit peu des nouveautés vraiment pour les pros ici. Pour le reste, au niveau logiciel, ça reste très similaire aux anciens iPhones. Évidemment, il y aura une nouvelle version d'iOS qui arrive avec normalement plus de fonctionnalités Apple Intelligence, on verra bien. Ils ont aussi d'ailleurs amélioré la partie GPU des puces A19 Pro notamment en mettant des accélérateurs d'IA directement dans le GPU. Et apparemment, ça donne jusqu'à 3 fois plus de performance. Donc, ok, pourquoi pas. C'est bien d'avoir plus de puissance. Maintenant, il faudrait que Apple fasse des modèles d'IA intéressants à faire tourner sur leur iPhone. Ça, on verra bien. Selon moi, ils devraient vraiment racheter l'entreprise qui a juste des bien meilleurs modèles qu'eux, et ce serait beaucoup plus rapide certainement pour développer leur Apple Intelligence. Mais bon, bref. Dans tous les cas, où est-ce que j'en étais? Ah oui, les fonctionnalités pro. Ils ont rajouté, alors ils avaient déjà le support de ProRes, mais maintenant ils ont rajouté le support de ProRes RAW. Donc vous pouvez enregistrer les vidéos en ProRes RAW, ce qui est incroyable. Ça permet en gros, quand vous prenez une photo avec un appareil photo professionnel comme celui-là, vous pouvez prendre des photos en RAW, donc c'est-à-dire qu'il capture beaucoup plus de choses, beaucoup plus de données par rapport à ce qui se passait. Et donc, ça vous permet de facilement, si par exemple vous avez mal réglé la balance des blancs, oh mince, du coup la personne est trop bleue, mais vous pouvez juste aller dans le slider, dans le logiciel d'édition de photos, et puis rechanger la balance des blancs. Easy, easy. L'exposition, easy, vous pouvez le faire aussi. Tant que vous n'avez pas trop mal géré, tant que vous n'avez pas surexposé en général, je dirais même qu'il faut soit un petit peu plus sous-exposé, c'est pas trop grave, vous pouvez remonter, enlever un petit peu du grain avec des trucs, et puis c'est bon, et puis le grain en réalité c'est plutôt joli. Ça marche sans aucun problème. Et du coup, ben, en vidéo, on a aussi des formats RAW. Vous avez Blackmagic qui a le B-RAW, vous avez, je sais plus comment Canon l'appelle le RAW, et vous avez évidemment aussi le ProRes RAW, ProRes étant fait par Apple évidemment, et du coup là, ça vous donne un contrôle total, ben, justement sur les couleurs, l'exposition et tout ça, dans un logiciel d'édition vidéo qui le supporte. Et c'est enregistré sur l'iPhone, donc c'est assez exceptionnel. Après, tenez compte, le RAW, notamment le B-RAW de Blackmagic et tout ça, ça prend énormément de place. Genre vraiment beaucoup de place. Donc à mon avis, les 256 Go de stockage, je ne serais même pas étonné que l'iPhone Pro Max avec 256 Go de stockage ou le Pro ne supporte même pas la fonctionnalité RAW parce que c'est juste... Vous pourriez chiquer le stockage en littéralement en quelques minutes. Vraiment. Donc, par le passé, ils avaient déjà fait ça. Ils avaient limité les formats d'enregistrement selon les iPhones. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Mais ouais, pour les professionnels, ça peut être intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'utilisent pas juste une caméra? Mais le truc, c'est que l'iPhone est plutôt compact. C'est des fois très pratique de l'utiliser dans certains cas spécifiques. Pas pour tous les trucs, mais c'est plutôt utile dans certains cas spécifiques. Et du coup, là, ben, c'est l'intérêt, en fait, ici. C'est ce qu'ils veulent faire avec. Ils veulent... Enfin, ils visent ce marché un peu spécifique et ils rajoutent des fonctionnalités. Ils ont même rajouté une autre fonctionnalité qui permet de, en gros, synchroniser plusieurs iPhones en même temps.
Donc si vous faites un bullet time, vous voyez ce plan comme dans Matrix où vous voyez la caméra tourner autour de la personne et la personne ne bouge pas. Eh bien, le bullet time, je pourrais d'ailleurs faire un bullet time un peu comme ça en tournant ma chaise. Voilà, bullet time. Ben, le bullet time, maintenant, avec cette fonctionnalité-là qui permet de synchroniser toutes les caméras d'iPhone, ben, vous pourriez le faire assez facilement. Et c'est une nouveauté justement pour les pros. Et à part ça, ben, c'est à peu près tout, honnêtement. Hein, ça reste des iPhones. Mais c'est plutôt intéressant de voir à quel point ils visent les pros avec ce genre de fonctionnalité. Mais évidemment, ça reste un outil qui coûte très très cher. 1479 euros. Ouf. Et maintenant, c'est évidemment l'heure des deals de la semaine, la catégorie préférée de tout le monde. Avec toujours, selon moi, des deals d'exception. Bon, j'essaie d'avoir surtout des deals intéressants, je vais être très honnête. Je ne vise pas la quantité, je vise la qualité ici. Et ici, on a un deal, selon moi, très intéressant sur un écran OLED, WOLED pour être même plus précis, de chez LG. Et c'est un écran 27 pouces, 1440p, 480 Hz pour 585 euros. Alors, c'est clairement, voilà, je ne vais pas dire que c'est un prix abordable, mais quand vous le regardez, le prix de tous les autres écrans OLED, le seul autre vraiment écran OLED que vous pourriez acheter pour moins cher, ce serait celui des Messi en 27 pouces 1440p qui coûte 500 euros, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Mais ici, vous avez 480 Hz, le support de NVIDIA G-Sync et tout ça. Pour moi, c'est clairement une très bonne option pour ceux qui voudraient un écran haut de gamme qui va durer et qui leur permettra de jouer aussi à peu près à n'importe quoi. Parce que 1440p jusqu'à 480 Hz, vous couvrez tout. Les petits jeux qui tournent hyper facilement, les gros jeux AAA avec G-Sync ou FreeSync, vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. Et de l'autre côté, pour ceux qui ont légèrement moins de budget, vous avez un petit écran AOC en 24 pouces 1080p avec une dalle VA. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, surtout si vous jouez à des jeux très compétitifs parce qu'il y a un petit peu plus de smearing. Donc vous avez un petit peu des traînées derrière, des trucs qui se déplacent rapidement. Mais par contre, pour des jeux plus relax, ou juste pour regarder des films, je suppose, bah, ça peut être pas mal. C'est un écran aussi 180 Hz et il coûte 79 euros. Et franchement, là, je pense que pour le prix, alors, on va pas se plaindre. Ça fait le taf. Le pied est très simple, l'écran est très simple, mais pour la plupart des gens, ce serait largement suffisant. Ensuite, on a toujours des deals sur les onduleurs Eaton. Ça peut être intéressant, surtout que moi, personnellement, j'ai eu justement une coupure de courant l'autre jour et j'ai enfin fini de mettre à jour mon infrastructure au niveau onduleur. Donc, ça veut dire que tous les trucs importants sont sur onduleur, les switches importants, la box Internet. Et pour la première fois, j'ai pu le voir en action. Et il y avait une coupure d'ailleurs dans tout le village. Et étonnamment, j'avais toujours Internet. Donc, je pense que les boîtiers de connexion de mon fournisseur d'accès Internet doivent avoir des batteries ou autre chose parce que ça coûtait de tourner. Donc, ma foi, j'étais en mode hey, nice, pas mal. Et j'ai pas de fibre optique, hein, c'est du cuivre chez moi. Donc, ouais, j'étais bien. J'avais toujours Internet. Et bon, mon PC tournait juste 20 minutes maximum sur la batterie sans lancer de jeu. Mais au moins, je pouvais prendre un ordi portable ou autre chose et toujours avoir Internet. Donc ça, c'était cool. J'étais pas stoppé dans mon travail. Et ça, c'est grâce à, évidemment, un petit onduleur. Donc si vous êtes dans une zone où il y a souvent des coupures électriques ou autre chose, ce qui est de plus en plus le cas par chez moi, je ne comprends pas d'ailleurs ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce que fait les fournisseurs d'électricité. Mais dans tout cas, si vous êtes comme moi, il y aura plusieurs deals au niveau onduleur dans la description. Ça, c'est un plus simple. Vous avez un modèle plus haut pour un gros PC gamer, ça passera. Et ensuite, on a un petit deal pour ceux qui ont justement des consoles mobiles. On en a pas mal parlé dans ce Samba Show, ou on va peut-être en parler, ça dépend quand je mets ce segment. Et vous avez ici un SSD de 1 Tera avec le format M.2 2230. C'est ces SSD ultra courts qui rentrent justement dans le Steam Deck, dans le ROG Ally, ou même d'autres, par exemple des boîtiers d'SSD externes très compacts. Mais vous pouvez utiliser ça. Ça marche bien. 1 Tera pour 63 euros. Que demande le peuple. Et c'est du PCI Express 4.0 jusqu'à 5000 mAh. Donc franchement, là, vous êtes bien. Ça peut être vraiment parfait pour justement une de ces petites consoles. Ou pour faire un mini SSD externe ou autre chose. Pas trop mal. Et c'est à peu près tout pour les deals de la semaine. Vous aurez des liens dans la description. Je rappelle que ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à vous. Et maintenant, passons au reste des news. Ensuite, parlons de news totalement différentes avec ici le fait que Google ne sera pas forcé finalement à vendre Chrome ou Android, ou en tout cas de s'en séparer. C'était quelque chose qui était peut-être possible. Il y avait des décisions de justice au niveau du fait que, je vous rappelle, Google est un petit peu un monopoly, même clairement un monopoly sur pas mal de marchés. Et il y avait une possibilité que tout simplement une cour de justice les oblige à tout simplement vendre ou se séparer de certaines parties de leur business pour casser ce monopoly justement. Eh bien, la décision a été prise et finalement le juge a
accepter de ne pas les forcer à faire ça. Ils devront quand même faire des choses, tenez-en compte, ils devront un peu plus ouvrir leur système et tout ça, éviter d'avoir des deals justement où apparemment ils payent d'autres personnes pour avoir Google par défaut, ce genre de choses. Ils vont avoir un petit peu plus de restrictions, mais honnêtement, ça reste une très grosse victoire pour Google parce que s'ils avaient été forcés à vendre ou se séparer d'Android ou justement de Chrome, ça aurait coûté très cher à la marque. Déjà qu'ils ont des énormes problèmes, il faut le savoir, avec tout ce qui est chatbot IA, parce que beaucoup de gens, je pense que c'est le cas aussi pour des personnes qui regardent cette vidéo, je pose la question, est-ce que vous utilisez de plus en plus, genre ChatGPT ou autre chose, pour juste faire une recherche qu'en temps normal vous auriez fait sur Google? C'est fort probable. Même moi, je commence à utiliser un petit peu plus ça pour juste chercher des choses. Alors, il y a toujours des trucs que je préfère chercher directement via Google parce que je préfère juste les résultats que je vais avoir. J'ai pas envie qu'une IA commence à me parler d'un truc et me le résumer, mais par contre, quand vous cherchez, oui, oh, la bataille des frites de 1949, qui est totalement un événement qui existe en Belgique, vous pouvez lui demander au chatbot et puis il va vous résumer ce qui s'est passé, quoi. Oui, vous pouvez aller sur Wikipédia, mais c'est un petit peu plus rapide. Et donc, beaucoup de gens utilisent justement ça. Et c'est mauvais pour le business de Google. Parce que Google, le gros de leur business, c'est les pubs. C'est vraiment les pubs. Et du coup, une recherche Google, c'est parfait pour eux. Les gens, des fois, recherchent ce qu'ils veulent. Même souvent. Meilleure TV à 400 euros. Euh, Quelle est la meilleure smartwatch entre l'Apple Watch et la Galaxy Watch? Toutes ces recherches, c'est des données qui sont très précieuses pour Google, au point même que c'est pour ça que vous avez toujours Google sur les iPhones par défaut, sur beaucoup d'appareils par défaut même, parce que Google paye énormément d'argent à toutes ces entreprises pour être inclus par défaut, ce qui leur permet de collecter encore plus de données et du coup derrière ils peuvent vendre ces données, ou tout simplement juste vous offrir des pubs qui sont ciblés. Mais du coup, quand vous avez des chatbots où les gens ne passent plus par une recherche Google, ou tout simplement utilisent un chatbot qui est totalement séparé de Google, comme ChatGPT ou autre chose, Google n'a plus ces données. Ils n'ont plus ces informations et ça leur fait perdre de l'argent. Et chose encore plus ridicule quand vous y pensez, quand Google met un résumé par IA sur une recherche Google, ils se font perdre de l'argent pour eux-mêmes. Parce que bien souvent, vous avez des sites qui peuvent payer pour être mis en avant sur Google, et du coup, maintenant, si vous avez le résumé d'IA, les gens ne cliquent plus sur les sites. Ils regardent le résumé et puis ils sont en mode OK. Donc, ça fait moins de trafic pour les partenaires Google, on va dire. Et du coup, ça fait moins de revenus pour Google. Donc, Google finance quelque chose qui leur fait perdre de l'argent. Et donc, c'est pour ça aussi que les IA sont plutôt abordables pour le moment, franchement. Mais je peux vous dire que c'est sûr et certain, les prix vont augmenter à une vitesse dans le futur. Les modèles vont devenir meilleurs et les modèles de base, on va dire, seront bien meilleurs que les meilleurs modèles de maintenant. Mais derrière, les modèles plus avancés que vous voudrez, eux, ils vont coûter très cher à utiliser. Ou en tout cas, au début, ils coûteront pas trop cher. Et puis, chaque 6 mois, on augmentera un petit peu le prix, un petit peu comme Netflix et tout ça. Quand vous serez dépendant d'eux, c'est là qu'ils augmenteront le prix. Et donc là, évidemment, Google essaie de se positionner dans une place où justement ils sont un des leaders là-dedans. Voilà, Gemini, alors leur modèle qui génère des vidéos et tout ça, incroyable. Mais Gemini, le modèle texte, leur chatbot, ça demande encore du travail. Ça demande encore du travail. Donc, juste pour dire à quel point c'est assez ironique que techniquement Google finance quelque chose qui détruit leur plus gros business à l'heure actuelle. Et donc, ils sont dans une situation très compliquée. On revient à cette news-là. S'ils avaient dû vendre Chrome, qui est une mine d'or au niveau données pour Google, et Android, ça aurait fait très très mal à la marque à un moment où ils ont déjà du mal avec les IA. Donc, ma foi, tant mieux pour Google. C'est juste une bonne news pour Google, selon moi. Pour le consommateur, moins. Clairement moins. Un marché ouvert, un marché avec plus de concurrence, c'est toujours une meilleure chose pour le consommateur. Tenez-en compte. Ensuite, on a une petite news qui, selon moi, va plus lancer un débat. C'est pas vraiment une news parce que c'est quelque chose qui est parlé depuis pas mal d'années en réalité, mais que je voulais introduire un petit peu parce que c'est intéressant. On a eu des commentaires justement de Sam Altman, qui est évidemment un des fondateurs d'OpenAI, chief exécutif de ChatGPT et tout ça. Une personne assez importante que vous avez déjà certainement dû voir, qu'on peut voir d'ailleurs ici, si je remets la vidéo, on le voyait pendant un moment. Bon, on le voit plus. Dans tous les cas, Sam Altman, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Et du coup, il a commenté sur le fait qu'il y a peut-être un petit peu de vérité sur la théorie
du dead Internet. Et le dead Internet, c'est l'Internet mort. Et cette théorie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une théorie qui dit que si on continue comme ça, l'Internet qu'on connaît actuellement va juste être mort au final. La plupart des choses qui se passeront en ligne seront juste générées par des IA, par des bots. Il y en a pas mal de bots actuellement déjà, même avant l'arrivée des IA. Et du coup, tout va être créé par ce genre d'IA, de bots. Et puis les personnes qui vont interagir avec ne seront pas des personnes, ce seront d'autres bots et d'autres IA. Et donc vous allez juste avoir des bots qui interagissent entre eux, qui postent des faux contenus, qui réagissent de manière fausse à ce contenu. Et en fait, il n'y a rien. C'est juste du vent. Donc c'est ça, cette théorie de l'Internet mort. Sam Altman a commenté sur le fait que, oui, il y a peut-être un peu de vérité. Selon moi, il y a totalement une vérité là-dessus. Vous le voyez déjà en réalité. Si moi, je traîne de temps en temps sur Reddit, c'est pas mal pour avoir les news tech notamment. Je regarde aussi les news Minecraft. Et le truc, c'est que il y a de plus en plus de posts sur Reddit qui sont juste postés par des bots. Et puis vous regardez les commentaires, il y a d'autres bots qui réagissent à ce contenu et qui feed justement le post pour qu'il soit mieux vote et tout ça. Et ça arrive partout en ligne. Vous avez pas mal de shorts sur YouTube. Des fois, c'est juste entièrement généré par IA ou il y a des chaînes entières générées par IA. Des fois, quand vous cherchez des produits tech, ça arrive souvent. Vous cherchez quelque chose, par exemple, quel est le meilleur iPhone, je sais pas quoi, et vous allez tomber sur une vidéo avec une voix par IA, clairement, et toutes les images de la vidéo, c'est juste des images stock. C'est juste des images qui viennent du site officiel Apple, ce genre de choses. Et il y a rien. Vous pourriez vous dire, oh, si vous cherchez des fois des trucs spécifiques, vous allez tomber là-dessus, vous dites, oh, il y a une vidéo sur ce sujet spécifique que je me demande. Quel est le meilleur rasoir électrique avec un port USB type C? Et puis vous regardez, en fait, c'est juste une IA qui est en mode, hey, salut les gars, quel est le meilleur rasoir électrique? Et c'est juste des images stock. Et voilà, ça ne répond évidemment pas à la question. La vidéo n'a aucun intérêt. Il y a zéro substance dedans. Je dis zéro substance. Il me semble que je fais du franglish ici parce que c'est clairement un terme qu'on utilise plus en anglais. Il y a aucun intérêt à cette vidéo, je vais plutôt dire ça. Et donc, bien souvent aussi, vous avez des commentaires, des fois qui réagissent pour rajouter un petit peu, pour pousser la vidéo. Vous avez des commentaires de bots. Sur YouTube, à l'heure actuelle, il y a plein de bots. Si vous regardez cette vidéo quand elle vient d'être postée, il y aura plusieurs bots qui commentent cette vidéo. N'allez pas voir les profils de ces bots. Reportez-la directement. Ça fait des années que ça existe, mais c'est juste pour dire, il y a tellement de faux contenus créés comme ça, et les IA ont permis de booster ça encore plus que, franchement, moi je le vois arriver, oui, où il y a une partie en tout cas d'Internet qui est totalement morte. Il y a juste rien en fait. C'est juste des vidéos sans aucun sens, créées pour créer de l'engagement qui vient d'autres bots, et c'est juste, ça tourne nulle part au final. Donc ça, c'est ce que j'en pense personnellement, mais pour moi, ouais, il y a plus que de la vérité. Ça va arriver en partie en tout cas. Et vous pourriez vous dire, non mais peut-être qu'on va faire quelque chose, il y aura des législations mises en place, mais quand vous regardez qu'il y a des législations, le temps qu'il faut pour que certaines législations arrivent, ce sera déjà trop tard en fait. Donc l'Internet mort, pour moi, ça va tout à fait arriver, en tout cas en partie. Ensuite, on a une petite news sur la PlayStation 6, ou plutôt j'utilise cette news pour un petit peu grouper les rumeurs. Il y a pas mal de rumeurs sur les prochaines Xbox, ainsi que les prochaines PlayStation. Selon moi, c'est encore un petit peu trop tôt pour vraiment en parler. Clairement, c'est quelque chose qui arrivera plus genre fin 2026, selon ce qu'on voit un petit peu à l'heure actuelle. Mais là, il y a notamment une news qui dit que la PlayStation 6 aura toujours un lecteur de disque détachable, ce qui est, selon moi, tout à fait logique. Encore une fois, ça fait un petit peu un parallèle par rapport à la news de la fibre optique. Si je l'ai gardé dans le texte, ça marche. Des fois, j'enlève des news. Mais ça fait un parallèle que, voilà, tout le monde n'a pas encore une connexion Internet incroyable. Un petit lecteur optique pour installer les jeux, plutôt pratique, surtout si vous habitez à la campagne. Mais dans tout cas, oui, il y a pas mal de rumeurs. Donc si vous en voyez, ne soyez pas étonnés. Il y a des rumeurs comme quoi la PlayStation 6 serait 2 fois plus puissante que la PS5. Mais on parle évidemment de la PS5, pas de la PS5 Pro, ce qu'il faut quand même... Voilà. Rien que cette petite distinction change énormément de choses, selon moi. Et puis voilà, vous allez voir beaucoup de rumeurs, mais on est encore trop loin pour vraiment avoir des rumeurs, on va dire, solides. Ensuite, tant qu'on parle de console, nous avons la Lenovo Legion Go 2 qui est sortie avec la nouvelle puce Z2 Extreme, et c'est cher, c'est vraiment, mais alors vraiment cher. La première Lenovo Legion Go, je vous rappelle, a été sortie genre dans les 700 euros. Cette nouvelle Legion Go 2, avec justement la puce Z2 Extreme, va vous coûter la modique somme, tenez-vous bien, de minimum, pour la version extrême,
$1 349. Et en euros, à mon avis, ce sera juste un petit peu plus parce qu'on rajoute les taxes, tout le tralala. Donc, 1 400 € basiquement. C'est c'est un petit peu plus cher. Et vous avez aussi une version Z2 non extrême qui, honnêtement, est juste une puce Z1 extrême, tenez-en compte. Sera vendue $1 099. Donc là, juste envie de dire, prenez la première version de la Lenovo Legion Go. Il y a, il y a un énorme problème avec les consoles mobiles à l'heure actuelle. Elles existaient depuis très longtemps. J'ai acheté un One X Player, voilà des années, qui avait un Core Intel de 11e génération. J'étais très content, c'était cool, mais ça m'avait coûté plus de 1 000 € par information. Et il y avait ce marché des consoles mobiles qui coûtait justement plus de 1 000 €, avec des puces mobiles qui avaient une partie GPU intégrée pas trop mal, mais voilà, il y avait ce marché-là. Et puis d'un coup, avec avec la dominance de AMD au niveau processeur et surtout au niveau processeur mobile, parce au début, ils étaient plus au niveau processeur PC fixe. C'est seulement après la deuxième génération, je dirais, de Ryzen qu'ils ont commencé à vraiment se concentrer sur le marché mobile et à prendre justement de la vitesse là. Et donc, c'est seulement après ça qu'on a commencé à avoir justement l'arrivée de consoles mobiles un petit peu moins chères. Et puis, nous avons eu évidemment le Steam Deck. Et là, ça a vraiment cassé les prix. On est descendu à littéralement 400 € pour une console vraiment pas mal. Et donc là, on a eu la roguelike qui était un peu plus chère, mais toujours intéressante. La Lenovo Legion Go, un peu plus chère, mais toujours intéressante. Et puis maintenant, on en arrive à un point où ces consoles, elles coûtent la peau des fesses. Genre plus de 1 000 € à nouveau pour ce genre de console. Juste envie de dire, non, prenez un Steam Deck. Oui, elles sont plus puissantes, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Genre, oui, elle est plus puissante qu'un Steam Deck. Peut-être même 2 fois plus performante. Mais elle coûte 3 fois plus cher qu'un Steam Deck. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 3 fois plus cher pour, au meilleur des cas, 2 fois plus de performance? Non, non. Surtout qu'en basse efficacité énergétique, quand vous faites tourner la console à seulement genre 15 watts pour avoir plus de batterie, ces nouvelles puces Z2, elles sont pas forcément meilleures. Elles sont faites pour de très hauts wattages. Elles sont faites pour quand vous allez consommer 28 watts. Et là, elles sont très performantes. Mais en dessous de ça, vous commencez un petit peu à perdre l'intérêt. Et donc là, le Steam Deck, franchement, est juste bien meilleur. Et même la Lenovo Legion Go S, version SteamOS qu'ils ont sorti, elle coûte cher aussi. Elle coûte genre 500, plus de 600 €. J'ai juste envie de dire, prenez un Steam Deck, quoi. Le Steam Deck, selon moi, est plus intéressant. Surtout qu'on parle de cette version-là avec SteamOS, elle a une puce Ryzen Z2 Go, qui est basiquement la puce qu'on a dans le Steam Deck. Donc, ça ne change pas grand-chose. Vous avez une version avec une Z1 extrême, mais elle coûte beaucoup plus cher. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, juste mes impressions sur le fait que j'ai vraiment ce sentiment que ces consoles sont très intéressantes. J'adore ce genre de console. J'attends personnellement qu'il y ait quelque chose d'intéressant vraiment pour en racheter une, parce que j'avais, comme j'ai dit, le One X Player. Mais comme Valve veut seulement sortir une nouvelle version quand il y a vraiment une grosse nouveauté au niveau CPU, ce que je comprends, parce que franchement, les puces Z1 étaient vraiment pas mal, mais les puces Z2 sont juste légèrement meilleures, ben, je comprends qu'ils attendent. Et du coup, moi aussi, j'attends. J'aimerais un Steam Deck version 2 avec une puce Z3, je sais pas moi, basée sur RDNA 4.0. Là, ce serait intéressant. Là, je me dirais, OK, let's go, j'y vais. Mais en attendant, on est entre deux générations, selon moi. Oui, il y a des puces Z2 qui sont censées être nouvelles, mais ça juste coûte la peau des fesses. Les consoles sont peut-être meilleures, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne crois pas. Donc ouais, moi j'attends personnellement. Je trouve ça hyper intéressant, mais c'est juste beaucoup trop cher à l'heure actuelle. Et en parlant de trop cher, vous avez aussi GTP Win avec le GTP Win 5, qui a évidemment l'énorme APU de AMD avec le 395 Max ou le 385 Max. Et juste pour montrer un peu plus d'image de la bête, euh, basiquement, par défaut, il n'y a pas de batterie dedans. Et en fait, vous avez une batterie qui se clipse derrière, comme vous pouvez voir ici. Donc, l'entièreté de la console est utilisée pour refroidir le processeur, ce qu'ils ont vraiment besoin parce que c'est un processeur qui peut monter en temps normal jusqu'à 120 watts, mais ici, il le garde en dessous de 120 watts, ça semble logique. Donc, pas très étonnant qu'ils aient besoin d'autant de refroidissement. Mais du coup, ils ont introduit ce système, oui, où vous avez soit de la batterie derrière, et la bonne chance, ça doit peser 3 tonnes, ou soit vous avez une batterie déportée. Voilà, vous avez un câble qui se déconnecte, puis vous mettez la batterie là-dessus, et c'est OK. Euh, Personnellement, quand je vois ça, je me dis, pourquoi ne pas tout simplement avoir une manette avec un écran où il n'y a pas de batterie, il y a juste manette et écran, un câble USB type C, USB 4.0, ou même du Thunderbolt, qui va vers une petite boîte, où dans la petite boîte, on a le mini PC avec
peut-être une batterie qui peut se clipser par-dessus, ou tout simplement qui est branché à une prise secteur. Et du coup, on peut toujours se mettre dans le canapé, en mode relax, parce qu'il y a juste un câble, ça va encore un câble, mais du coup, la console est beaucoup plus légère, parce que c'est juste la manette et l'écran. Donc là, ça vous permet d'avoir un peu un truc comme le PlayStation Portal, qui est très léger, très fin, mais derrière, ben, vous pouvez vous connecter à un mini PC. On pourrait techniquement aussi avoir de la connexion sans fil, mais là, il faut remettre une batterie du coup. Non, moi, je préfère juste, voilà, un câble. Et oui, c'est plus vraiment une console portable, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça pourrait être pas mal en vrai. Ça vous permettrait de même le brancher à un PC classique, comme ça, ou à un ordinateur portable. Et vous pourriez le mettre un peu plus loin et puis juste jouer tranquillement. Vous êtes dans votre lit, hop, il y a le câble qui va un peu plus loin, et hop, vous avez le PC là-bas. Je sais pas si ça a été fait, mais si ça n'a pas encore été fait, j'adorerais ça. Donc, juste une idée. Voilà, si vous êtes chef d'entreprise en Chine, vous avez une usine qui fabrique ce genre de choses. Voilà, petite idée gratuite, même si je pense que quelqu'un a déjà certainement dû le faire. Voilà, juste une petite idée. Moi, j'adorerais ça personnellement. Moi, je le dis, c'est juste un terminal au final. Un seul câble USB type C permet de brancher directement à une boîte ou un PC, comme j'ai dit, un PC de jeu. Et hop, j'ai full puissance, mais toujours, voilà, je suis portable quand même. Bon, portable, je dois quand même déplacer le PC si je vais autre part, mais je pense qu'il y aurait moyen de créer un produit comme ça. Surtout quand je vois ça. Parce que je me dis, ça, personne ne va l'utiliser avec la batterie derrière. Vous allez tenir 1 heure. Vous allez tenir 1 heure maximum en jeu. Donc vous allez devoir utiliser ça. Et quand vous êtes à ce point-là, j'ai juste envie de dire, ben faites la solution que j'ai donnée. Mettez le mini PC plus loin, et il y a un seul câble, et puis c'est bon, quoi. Ensuite, on passe un petit peu à des CPU avec notamment le fait que le 9500F a maintenant une date de sortie qui serait le 16 septembre. Donc pour ceux qui seraient intéressés, ben, il faudra attendre ce moment-là. Vous avez aussi un petit peu des benches qui sont sortis. Alors il y a des benches non officiels et des benches officiels qui sont arrivés. Et là, on peut voir que selon les benches AMD à prendre avec des pincettes, parce que ça reste des benches qui viennent de la marque, mais en général, AMD est plutôt correct au niveau de leur bench ces derniers temps. On peut voir que dans les jeux AAA, vous avez 9% de performance en plus et dans les jeux compétitifs jusqu'à 11%. Et après, c'est évidemment dans une situation où vous limitez les performances par rapport au CPU. Genre, vous vous mettez dans une situation où le CPU influence beaucoup plus les performances. Et on peut le voir notamment ici, ils ont fait des tests en 1080p avec justement des paramètres graphiques, comme ils le disent, qui permettent d'isoler plus les performances CPU. Si vous jouez en 1440p avec une carte graphique milieu de gamme, vous allez voir aucune différence. Je vais être très honnête, vous allez voir zéro différence. Mais c'est quand même bien d'avoir un CPU un peu plus moderne. Et s'il remplace le 7500F, qui est le CPU AM5 le moins cher que vous pouvez acheter, qui est du coup une porte d'entrée vers la plateforme d'AMD, ce qui est selon moi son intérêt. Vous pouvez du coup vous lancer, vous pouvez avoir une plateforme beaucoup plus moderne plutôt que de prendre des Core Intel de 12e génération qui, voilà, la plateforme est vouée à disparaître, il n'y aura pas de nouveau CPU, ou la M4 était géniale à une époque, mais qui est clairement dépassée. On a encore à de la DDR4, il n'y a pas de PC Express 5.0, et ça, le PC Express 5.0 maintenant, il faut quand même, voilà, ce serait bien de l'avoir pour un GPU moderne, ça fait pas de mal à avoir. Donc, si vous tenez compte de tout ça, le 7500F est parfait parce que c'est une porte d'entrée vers ce marché-là. Et donc, si le 9500F coûte le même prix, bah, c'est génial. Plus de performance, toujours une bonne porte d'entrée. Maintenant, c'est s'il coûte le même prix. Honnêtement, je pense que AMD va faire de l'AMD et surtout, ils n'ont pas beaucoup de concurrence avec Intel. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce 9500F coûte plus cher que le 7500F. Et là, à ce moment-là, bah, peut-être que ça fera baisser les prix du 7500F, ce qui serait génial. Mais ouais, si la différence de prix est de plus de 10%, donc si vous pouvez acheter un 7500F 150 euros et que le 9500F coûte 170 euros, prenez juste un 7500F, honnêtement. Euh, oui, le 9500F sera un peu plus moderne, mais ce que vous économisez, vous pouvez le mettre autre part et ça pourra faire des fois plus la différence, honnêtement. Et de toute façon, ces deux CPU restent quand même des CPU, pas d'entrée de gamme, mais ils restent simples. Ils restent très clairement simples. Et donc, dans le futur, vous changerez certainement CPU. Quand la dernière génération qui sortira sur AM5 sortira, mais vous pourrez en profiter pour faire une grosse mise à jour à ce moment-là, comme certaines personnes avaient des cartes mères avec des Ryzen 3000
ils sont passés à un Ryzen 5000 et là, ils étaient bien. Mais là, ce sera un petit peu le même processus selon moi. Ensuite, vous avez Saphir qui sort de plus en plus de cartes mères et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, ces cartes mères sont surtout disponibles en Chine, ce qui est fort dommage. Mais si vous connaissez Saphir, ben oui, c'est l'un des plus gros constructeurs de cartes graphiques AMD et ils se débrouillent plutôt bien. Et par le passé, ils faisaient déjà des cartes mères, mais ils ont un petit peu arrêté ou ils en faisaient juste une de temps en temps. Mais ici, ils sont beaucoup plus sérieux sur le fait de sortir justement des cartes mères AMD, forcément, avec le socket AM5. Et comme vous pouvez voir, elles sont surtout en B, voilà, 850 au niveau chipset. Donc là, vous avez une pure B850A et une B850M. Forcément, la version M est micro ATX et la version A, c'est du full ATX. Et donc, c'est des cartes mères déjà plutôt sympas au niveau design. PCB blanc et tout. Et en général, Saphir se débrouillait plutôt bien là-dessus. Ils font des bonnes cartes graphiques, donc en toute logique, ils devraient pouvoir faire des bonnes cartes mères. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas tout dire, tenez en compte. Mais voilà, plutôt intéressant. Et franchement, ben, j'espère qu'on les verra aussi en Europe parce que ça ferait pas de mal d'avoir plus d'options. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!